Le mardi, Public Sénat vous propose des soirées décryptage. Avec Conversation d'avenir, Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini vous font partager leurs réflexions sur les avenirs possibles. Et Hélène Risser déshabille les super communicants que sont devenus les hommes politiques à travers leurs discours présents et passés grâce à l'INA. Les mardis décryptage, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Bonsoir à tous, notez ces rendez-vous à suivre sur Public Sénat le 18h dans quelques secondes avec ce débat. Quel est le pouvoir des aristos en politique? Et parmi les parlementaires, un livre Gotha City pose la question. À 18h30, déshabillons-les. Hélène Risser s'intéresse au pouvoir d'une icône. Carla Bruni-Sarkozy présente ce 1er décembre avec la journée mondiale de lutte contre le sida. Et puis à 19h15, Conversation d'avenir, Jacques Attali nous entretiendra du Grand Paris. Tout de suite le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce 1er décembre. Voici les titres. Nicolas Sarkozy dresse un bilan élogieux de son action dans la crise tout en affirmant que le temps n'est pas à l'autosatisfaction. Extrait à suivre de son discours à la Seine-sur-Mer et décryptage de Jean-Louis Gombault. Barack Obama devrait annoncer ce soir des renforts de 30 000 soldats en Afghanistan pour contrer les talibans. La France ne répondra pas à sa demande de l'épauler par des effectifs supplémentaires, affirme le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Pierre Lelouch. L'État brade-t-il son patrimoine? Tous les monuments nationaux vont pouvoir être achetés par les collectivités locales. Un article du projet de loi de finances voté par le Sénat qui soulève bien des réticences. Il est le ténor du Parti socialiste chargé de monter au créneau contre la réforme des collectivités locales. À ce titre, Laurent Fabius a rendu visite aux sénateurs socialistes, un déplacement inédit de celui qui semble avoir renoncé à son ambition présidentielle pour la reporter, dit-on, au Sénat, où la gauche rêve d'une alternance en 2011. Fabrice Cunet. Bonjour Louis. La rumeur a précédé l'arrivée de Laurent Fabius. Il serait candidat aux prochaines sénatoriales de 2011. Pour l'instant, au sein du groupe socialiste, on joue l'ignorance. C'est à lui et je crois savoir que son département, la Seine-Maritime, n'est pas un département renouvelable la prochaine fois. Alors, moi je croyais qu'il était candidat en 2012. Enfin, s'il est candidat en 2011, on sera heureux. Jean-Claude, je ne t'embrasse pas, mais salut, le cœurier. Son entrée a pourtant tout de l'opération séduction, mais le président du groupe tranche le débat. Vous recevez l'ancien ministre ou le futur sénateur? On reçoit le coordonnateur au sein du Parti socialiste de notre offensive sur la réforme des collectivités territoriales. Voilà, c'est à ce titre-là qu'il est présent ce matin. À l'ordre du jour donc, la réforme des collectivités territoriales, avec un Laurent Fabius alarmiste. Mais pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Hein. Alors Laurent Fabius est là pour organiser la résistance face à un texte qu'il qualifie de régression. C'est quelque chose qui menace énormément nos collectivités, mais aussi et d'abord la population. Et donc, comme il y a beaucoup de textes qui sont proposés par le gouvernement, il faut absolument qu'on ait une vision d'ensemble et qu'on fasse des contre-propositions parce que les textes gouvernementaux sont extrêmement dangereux. Conseillers territoriaux, réforme du mode de scrutin ou taxes professionnelles, la riposte se fera dans les hémicycles et dans l'opinion publique, selon le futur sénateur. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Notons également que les sénateurs socialistes réclament une mission sur les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises et ils citent le cas du nouveau PDG d'EDF, Henri Proglio. En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, Carla Bruni-Sarkozy évoque les ravages de la maladie et la mort de son frère, Virginio, en 2006. Sensible, dit-elle, de manière personnelle à cette maladie, elle précise toutefois, dans une interview sur TV5, ne pas avoir eu besoin de connaître des personnes victimes du sida pour se sentir bouleversée par l'impact de cette pandémie effroyable, dit-elle encore. Dans une tribune publiée hier par Le Monde, l'épouse du chef de l'État réclamait un traitement pour toutes les femmes porteuses du virus pour éliminer la transmission mère-enfant. Les salariés du transport routier menacent de bloquer la grande distribution à partir du 13 décembre, c'est-à-dire l'approvisionnement en produits alimentaires pour les fêtes. Ils dénoncent la paupérisation croissante de leur profession.
Un bond spectaculaire de plus de 48% des ventes de voitures le mois dernier. L'effet prime à la casse. Beaucoup d'acheteurs ont anticipé la baisse programmée de la prime, ce qui profite donc le mois dernier aux constructeurs français, Renault et Peugeot en tête. Satisfait cite aujourd'hui de Nicolas Sarkozy à l'action qu'il mène depuis un an face à la crise. Malgré l'aggravation du chômage et des déficits, le chef de l'État a donc tenu un discours des plus positifs à la Seine-sur-Mer, dans le Var, Yvan Couronne. Un an après, la relance fête son anniversaire. L'occasion pour le président de dresser un bilan des efforts de l'État. Et Nicolas Sarkozy n'est pas peu fier du travail accompli. J'avais promis qu'aucune banque ne ferait faillite. Les résultats sont là. Il ne s'agit pas d'autosatisfaction. 1000 chantiers, l'autonomie des universités, le triplement du crédit impôt recherche, 100 000 logements nouveaux. On a cassé la spirale de la chute. J'ai tenu ma promesse. Et miracle, en 6 mois, on a obtenu la fin des paradis fiscaux. Extraordinaire. Et une réglementation sans précédent s'agissant du bonus. Je ne dis pas ça par autosatisfaction, naturellement. Quant au mauvais chiffre de la croissance, moins 2% cette année, lui aussi est objet de satisfaction pour le président. La France enregistre des résultats meilleurs que la plupart des autres pays développés. Quant à nos amis allemands, c'est très simple. La récession est 2 fois plus importante qu'en France. Soi-disant, j'étais devenu un nationaliste protectionniste. Tous les pays ont une prime à la casse. Je me réjouis que l'Allemagne prenne la même décision que nous l'avions pris l'année dernière. Je suis bien obligé de dire la vérité aux Français. Pour les annonces, il faudra donc attendre la semaine prochaine avec le détail des projets du grand emprunt. Voilà, et précision apportée par le chef de l'État qui réfute donc toute autosatisfaction. La récession sera un peu moins forte que prévu cette année. Le chef de l'État évoque un recul de moins 2 à moins 2,1% cette année. Jean-Louis Gombault, bonjour. Bonjour. Alors, on connaît la formule, hein, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console, mais même en se regardant, semble-t-il, Nicolas Sarkozy se console. Est-ce qu'il a raison? Je crois qu'il y a une phrase qui résume un peu tout son propos. Il a dit « On n'a pas fait d'erreur, on n'a laissé tomber personne ». Alors, on n'a pas fait d'erreur. Sur quoi peut-il s'appuyer pour dire cela? Ce qui est très important, il dit, en fait, qu'on compare avec les autres, on a fait moins mal. Pas mieux, moins mal. Effectivement, si on prend la zone euro, la baisse du PIB dans la zone euro frôle les 4%. Nous serons un peu au-dessus de moins 2, moins 2,1 comme vous venez de le dire à l'instant. Donc, la différence est quand même appréciable. Et quand on compare à l'Allemagne qui sont à moins 5, la différence est évidemment fortement appréciable. Pour 2010, sans doute, il ne renouvellera pas ce type de performance, de faire nettement mieux que les autres. Pourquoi la France a-t-elle fait mieux? Pour 2 raisons. D'abord, pour qu'il tienne à ses structures, je dirais, traditionnelles, fortement redistributives. On a redistribué beaucoup de pouvoir d'achat en France, donc ça, de toute façon, politique gouvernement ou pas politique gouvernement, il y avait une base pour que l'on résiste mieux. Mais il y avait aussi le plan de relance, et effectivement, au cours de l'année 2009, 30 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie française. On avait donc les structures traditionnelles qui ont permis de maintenir la consommation, et un plan de relance qui a permis de ne pas trop dégrader l'investissement. Ces 2 facteurs expliquent le fait que nous ayons fait. Mais le problème, c'est que le chômage a beaucoup augmenté. Quand vous pensez que l'Allemagne a fait moins 5% de croissance et que son chômage a moins augmenté que le chômage français, il y a là une fragilité structurelle de la France en matière d'emploi qui se trouve confirmée. Difficulté structurelle également du côté du déficit. Difficulté du déficit. Si on compare également à l'Allemagne. Alors justement, ce qui pose des problèmes par rapport à 2010. Pour l'année 2010, l'Allemagne se permet de baisser les impôts. La France, là, je dirais, est au bout des efforts en matière de relance publique qu'elle a pu occasionner au cours de l'année 2009. Ce qui fait que on aura pour l'année 2010 les résidus du plan de relance 2009, puisqu'il n'y a plus que 7 milliards maintenant à dépenser. Donc les choses commencent à devenir peut-être un petit peu plus compliquées. Alors, c'est une question sur le site de notre partenaire Novelops.com. Le bilan du plan de relance est-il positif? Eh bien, pour l'instant, vous êtes plusieurs centaines à répondre et vous répondez non à 89%. Voilà, là, c'est l'impact du chômage, malgré effectivement
l'effet positif, selon vous, vous l'avez rappelé, Jean-Louis Gombault, de ce plan de relance qui est toujours en cours. Dernière question, Jean-Louis, est-ce que nous sommes sortis de la récession, comme l'affirme Christine Lagarde? Alors, monsieur Sarkozy a dit tout à l'heure, on fera -2, -2,1%. Ce qui veut dire qu'il a des informations sur le dernier trimestre 2009, on fera de l'ordre de 0,4, 0,5%. Ça nous fera donc 3 trimestres consécutifs de hausse du PIB, ce qui peut... On sort là de la récession. Il n'y a pas de définition de sortie de la récession. C'est ce que dit la ministre tout le temps. On peut dire qu'au bout de 3 trimestres consécutifs de hausse du PIB, on est sur la bonne voie. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe au premier trimestre 2010, au deuxième trimestre 2010, c'est-à-dire confirmation de cette reprise. Et là, rien n'est joué. Vous savez que la France prévoit pour 2010 un taux de croissance de 0,5, 0,6, alors que en Europe, on est sur plus 1%. Donc la performance 2009, c'est-à-dire on fait mieux que la moyenne, n'est pas garantie d'être produite pour 2010. Merci Jean-Louis Gombault. La suite du 18h, oui ou non, l'État peut-il vendre les monuments nationaux? Un article du projet de loi de finances qui a été adopté d'ailleurs vendredi par le Sénat prévoit la possibilité de vendre aux collectivités locales les monuments historiques nationaux, une mesure qui soulève des inquiétudes, même si des transferts ont déjà eu lieu depuis quelques années, comme nous le rappelle Marie Brémaud. Châteauneuf, anciennement monument national, depuis janvier 2008, propriété de la région Bourgogne, un transfert visiblement réfléchi. On a donc pensé que ce château, qui était certes en état un peu brut, méritait d'avoir un vrai devenir et que la région pouvait le prendre en charge, à condition que l'État assume ses besoins en poursuivant un peu les financements. Ici donc, la région a restauré ce château avec en partie l'aide de l'État, mais désormais, avec l'article 52 du projet de loi de finances 2010, le devenir des monuments transférés n'est plus contrôlé par l'État. Autre changement notable, tous les monuments nationaux sont susceptibles d'être décentralisés, au total 1750. A priori, pas question de toucher au Louvre ou au palais de l'Élysée, mais des collectivités territoriales se sont d'ores et déjà déclarées intéressées par le Mont-Saint-Michel, le parc de Saint-Cloud ou les murailles de Carcassonne. Un libre marché du patrimoine qui inquiète. Certains demandent donc des garde-fous supplémentaires. Il faut effectivement qu'on s'assure qu'il y ait un vrai projet culturel et que ce patrimoine public reste un patrimoine public et ne puisse pas être cédé à des intérêts privés. Car que se passerait-il en cas de faillite de la dite collectivité locale? À terme, l'obélisque de la Concorde pourrait-elle être détenu par un particulier ou une entreprise? L'article 52 actuellement prévoit que toute cession peut être annulée par l'État, mais potentiellement donc des monuments aujourd'hui nationaux pourront un jour tomber dans le domaine privé. Nos invités, Jacques Legendre, le président de la commission de la culture au Sénat et sénateur UMP du Nord, bonsoir. Bonsoir. Vous défendez cet article, vous estimez qu'il y a des garde-fous, l'obélisque ne sera jamais vendu aux intérêts privés? Je ne vois vraiment pas ce que les intérêts privés pourraient faire de l'obélisque. Allez savoir. Et puis Didier Rickner, avec le journaliste à la Tribune de l'Art, qui lui s'inquiète et qui pose des questions légitimes. Jacques Legendre, je commence moi par vous demander, est-ce que l'État brade son patrimoine, parce qu'on voit en fait, généralement c'est pour l'euro symbolique. Si l'État voulait tirer de l'argent de son patrimoine, il le vendrait. Alors là, comme vous venez de l'indiquer, il est prêt, dans certains cas, et avec des conditions, à le céder pour l'euro symbolique à des collectivités qui pourraient, mieux que l'État, qui commence à manquer de moyens, mieux que l'État l'entretenir. Alors je crois que sur ce premier point, il faut être clair, c'est pas n'importe quel monument, pas par exemple les cathédrales, pas les grands châteaux qui sont représentatifs de l'histoire de la France. D'accord, mais ça laisse de la marge, hein, puisqu'il y a plus de 1700 monuments qui pourraient être concernés. Didier Rickner, quelle est votre inquiétude première? Déjà, quand on dit que certains monuments ne pourraient pas être vendus, l'article 52 tel qu'il est actuellement, il a été débattu et voté au Sénat et à l'Assemblée nationale, il doit y avoir encore la commission mixte paritaire, n'interdit de vendre aucun bâtiment. Absolument aucun bâtiment. Je voudrais simplement dire que l'article 52, à l'initiative du Sénat, précise qu'aucun bâtiment ne peut être vendu sans l'avis conforme du ministre de la Culture, qui a autour de lui des organismes qui sont chargés d'examiner si la collectivité qui va l'accueillir a les moyens de l'entretenir, si elle a un projet de mise en valeur, et si elle ne l'a pas, eh bien l'État doit refuser. On a vu des ministres de la Culture faire des choses des fois un petit peu pires que celle-ci. En plus, le ministre de la Culture est souvent, on le sait, contraint par certaines
contraintes de l'État par le ministère des Finances, par exemple. Donc je pense qu'il n'y a dans la loi actuellement il n'y a absolument pas de garantie qu'un monument sera vendu. Ensuite, on parle d'argent, parce qu'apparemment, effectivement, l'État a moins d'argent. Mais les collectivités locales, je crois, ont moins d'argent également, notamment avec la réforme de la taxe professionnelle. Or, ces collectivités locales auront à entretenir ces monuments qu'elles vont prendre en charge. De plus, la mutualisation permet actuellement, il y a, par exemple, pour le centre des musées nationaux, il y a 96 monuments, il y en a 6 qui rapportent de l'argent, dont le Mont-Saint-Michel, par exemple. Si le Mont-Saint-Michel est transféré aux communes qui le demandent... Plus d'argent pour les autres. Plus d'argent pour les autres. Jacques Legendre. Écoutez, on peut se faire des frayeurs, mais je crois qu'il n'est pas question de transférer le Mont-Saint-Michel. On vient d'entendre la directrice du Centre des Monuments Nationaux. Je suis administrateur de ce centre, comme parlementaire. Je peux vous dire que nous avons le souci que le Centre des Monuments Nationaux ait un avenir et qu'il ne soit pas simplement le réceptacle des bâtiments dont personne ne voudrait. Par conséquent, ne nous trompons pas là-dessus. Les collectivités locales, il ne faut pas se figurer qu'elles veulent se jeter sur des monuments nationaux. Les collectivités locales sont peu nombreuses à revendiquer des bâtiments parce qu'il y aura des exigences. Et justement, le Mont-Saint-Michel est revendiqué, et je regrette que dans la loi, il n'y ait pas de garde-fou, alors qu'en 2002 il y avait une première commission que Jean-Jacques Ayagon, alors ministre de la Culture, avait nommée la commission Raymond, qui avait mis quand même beaucoup de garde-fous, même si j'étais assez opposé à l'idée. Jean-Jacques Ayagon, il faut le signaler, qui maintenant est très opposé à cette vous avez également siégé dans cette commission. J'étais un membre extrêmement actif de cette commission. Je crois que j'ai participer à l'élaboration de ces listes. Ces listes, elles seront un des éléments auxquels on pourra se référer quand il s'agit de savoir si le monument relève de la mémoire nationale ou s'il est quand même plus local. Alors, justement, mais les listes ne sont pas pour le moment. Il n'y a absolument aucune liste prévue, même dans cette loi. Et quand on parle de mémoire nationale, je voudrais quand même dire qu'actuellement, il y a un débat sur l'identité nationale. Et pour les monuments, c'est quoi? Les monuments nationaux, il y a un certain nombre de monuments nationaux qui font partie de la mémoire nationale, qui sont très importants pour la nation et qui devraient rester dans le giron de la nation. Je rajoute que la commission Raymond avait prévu que certains monuments très importants appartenant éventuellement à des collectivités locales puissent revenir dans le giron de l'État. On en est bien loin, parce que là, il est question de tout transférer potentiellement. Bien sûr, tout ne sera pas transféré, évidemment. Je pense que l'obélisque ne sera pas. En revanche, l'Arc de Triomphe qui rapporte de l'argent, pourquoi pas? Bon, écoutez, je voudrais dire qu'un monument important vient d'être transféré au Centre des Monuments Nationaux récemment, c'est le château de Rambouillet, qui était jusqu'ici une propriété de la présidence de la République. Il n'a pas été donné à la ville de Rambouillet, dont le président est président du Sénat. Il a été transféré au Centre des Monuments Nationaux. Dans l'autre sens. Et je m'en réjouis. Ça peut marcher dans l'autre sens. Donc il ne faut pas non plus faire des frayeurs. Et deuxième point, rappelez que dans le budget que nous venons de voter, il y a un gros effort financier de l'État, plus 100 millions d'euros pour les monuments nationaux. Parce qu'il y a beaucoup de retard à rattraper. Ça n'est que justice, car il y avait des retards à rattraper. Mais rappelez quand même que l'État, qui a peu d'argent actuellement, fait un effort cette année pour les monuments nationaux et le Sénat y tenait particulièrement. Les directeurs, ça ne vous rassure pas? Pas vraiment, à vrai dire. Je ne pense pas que Rambouillet, la ville de Rambouillet ait demandé le château de Rambouillet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, faisant partie du Centre des Monuments Nationaux, Rambouillet, comme tous les autres monuments, a vocation éventuellement à être demandé par une collectivité locale, soit le département, soit la région. Et que demain, rien n'empêche. Fondamentalement, vous ne faites pas confiance aux collectivités locales pour gérer ces monuments? Pas toutes les collectivités locales. Bien sûr, mais on sait bien. Il y a une suspicion sur les élus? Non, c'est pas une suspicion générale. On sait bien qu'il y a de très bons élus, et il y en a d'ailleurs au Sénat. Il faut reconnaître que le Sénat modère plutôt d'ailleurs en général l'Assemblée nationale sur ce type de sujet. Alors, il y a de très bons élus et il y a de très mauvais élus, on le sait également. La réticence, c'est que... Vous dites le giron de l'État. Je pense qu'effectivement, en plus, surtout, il n'y a absolument rien qui interdise, dans 20 ans, parce que c'est ce qui a été voté, dans 20 ans, une collectivité locale pourra céder à n'importe qui, au privé, à n'importe qui, les monuments qui lui ont voté. Il y aurait quand même un aval. Je vois quand même, non, parce oui que là, je crois qu'on touche à un point, si vous voulez, important. Cette espèce de suspicion sur les maires ou sur les collectivités locales me choque quand même. Mais est-ce qu'il est vrai de dire que dans 20 ans, après 20 ans, les collectivités pourraient vendre à n'importe qui? Les collectivités qui l'auraient cédé pourraient effectivement lui donner une nouvelle affectation, mais qui peut savoir ce que sera la politique d'une municipalité 3 ou 4 mandats après le moment actuel. Justement, il n'y a pas de garantie. Pendant ce temps-là, la collectivité elle aura eu l'obligation d'entretenir le monument, de le mettre en valeur. C'est très lourd et les collectivités, elles, choisissent en fonction du moment. Parce que je dois quand même dire quelque chose qui me choque un peu là. Les collectivités jouent un grand rôle pour la préservation du patrimoine. Nous avons en France un réseau des villes d'art, et d'histoire. J'ai fait de ma ville de Cambrai quand j'étais maire de cette ville, la première ville
ville d'art et d'histoire du département du Nord. On ne nous donne pas ce label comme ça, avec des exigences très précises. Et donc, quand on parle de l'action de l'État, il faut aussi rappeler que les régions, les départements et les villes contribuent puissamment à la préservation et à la mise en valeur des monuments. Alors, faut pas se figurer que les maires veulent se jeter sur les monuments pour se faire du fric ou je ne sais quoi avec. En général, ils le font parce qu'ils veulent sauvegarder le monument exemplaire de leur commune et ça, il faut le rappeler. Allez, il reste 30 secondes. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que les maires étaient tous potentiellement coupables. Pas du tout. Je dis simplement qu'il n'y a pas de garantie. Dans 20 ans, tous ces monuments qui auront été transférés pourront, sans aucun contrôle de l'État, être cédés. Vous n'êtes pas parcouru par un frisson quand même à cette perspective, Jacques Legendre? Un frisson particulier. Il y a un ministre de la Culture, il y a un gouvernement, et dans 20 ans, s'il y avait des abus, on pourrait parfaitement changer de par la loi les règles, parce que nous tenons tous, monsieur comme moi, au patrimoine de la France. Très bien, merci pour ce débat animé. Merci à tous les deux. La suite du 18h, les aristos en politique. On connaît les enquêtes de la presse sur les francs-maçons ou sur les énarques. Eh bien, voici un livre sur le pouvoir des aristos, pouvoir discret, précisent les auteurs de Gotha City. Donc, en politique, ils sont nombreux, les aristos, ils sont facilement reconnaissables. Tam Tranui. Au pays de l'égalité, il fait encore bon être aristo. 2 siècles après la Révolution, les descendants de la noblesse continuent d'occuper des postes clés dans les sphères politiques et économiques. Ainsi, le groupe UMP du Sénat serait un accélérateur de particules, selon le bon mot d'un élu. Au Palais du Luxembourg, les aristos sont proportionnellement 6 fois plus nombreux que dans le reste de la population française. Ils ont en commun leurs valeurs, leur éducation et un goût assuré pour les postes de pouvoir. Ils sont aussi nombreux à avoir cédé aux sirènes de la finance. Aujourd'hui, de nombreux dirigeants du CAC 40 descendent de lignées célèbres, comme Henri de Castres, président du directoire d'AXA. Le réseau des aristos est sans doute plus facile à identifier que celui des énarques ou des francs-maçons. La particule indique tout de suite la provenance de ses membres. Alors club bon chic bon genre ou vrai réseau d'influence, l'interrogation reste entière. Avec nous, Laure de Charette. Bonsoir, vous êtes l'auteur avec Benoît Sima de ce livre Gotha City et Roland Duluard, sénateur UMP de la Sarthe et vice-président du Sénat. Merci d'avoir accepté de participer à ce petit échange, même si le livre n'est pas véritablement méchant. Vous n'évoquez pas les dangers d'un pouvoir occulte des aristos. Du tout, il s'agissait de révéler le fait qu'aujourd'hui encore ils ont du pouvoir, non pas de les clouer au pilori. Et vous montrez qu'ils sont, que c'est une étiquette bien en cours. Expliquez-nous cela. On explique que c'est une sorte de réseau qui certes est plus subtil, sans doute plus évanescent que les réseaux trotskistes, énarques, francs-maçons. Néanmoins, le fait qu'ils aient en commun un ensemble de valeurs, une éducation, un patrimoine, des hobbies communs, que ce soit la chasse, les propriétés, le golf, le hippisme, cet ensemble de valeurs crée des liens d'amitié très forts qui le jour J se transforment en coup de pouce. Ou en aide véritable. Ça se passe comme ça dans votre cas, Roland Duluard? Bien, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. D'abord, je dirais... C'est naturel peut-être, alors je ne sais pas. On ne choisit pas son nom, première chose. Et je dirais, en plagiant Jean d'Ormesson, la seule chose qu'on n'achète pas, c'est son nom. Bon. Moi, personnellement, j'ai fait de la politique parce que ça me passionnait, parce que c'était pour moi remplir un peu d'éthique, définir des valeurs et faire en sorte que ce à quoi je croyais pouvait être défendu. Mais j'ai autant d'amis sur les différents bancs de cette assemblée, tous les partis, et c'est pas forcément parce qu'il a une particule que je serai plus proche de lui. Est-ce que vous reconnaissez quand même une communauté de valeurs avec d'autres descendants de familles illustres françaises? Oui, ça, la communauté de valeurs, tout à fait. C'est-à-dire, quelle valeur? La morale, l'intégrité et un certain nombre de critères d'honnêteté. On ne fait pas des coups, on a un comportement, je dirais pas de chevalier, mais tout simplement un comportement droit dans les yeux. Mais Laure de Charette parle de réseau, ça veut dire des soutiens entre les membres du club. Absolument. Ces liens ténus se transforment, se matérialisent parfois. Alors on donne beaucoup d'exemples. Prenons-en un. La défense du patrimoine, par exemple, et la réforme de niche fiscale courant 2007. Vous avez à chaque maillon de la chaîne aristocrate a parfaitement fonctionné. On démarre avec Jean de
Lamberty, qui est président de la demeure historique, qui défend un texte qui lui-même est soutenu par Jocelyn de Rohan-Chabot, propriétaire d'une propriété dans le Morbihan, soutenu par Albéric de Montgolfier, dont le propre père est membre de l'association. Si vous voulez, voilà, la machine aristocrate se met en branle de manière très efficace, puisque la réforme des niches fiscales n'est pas passée. Ce qui est bien la preuve qu'ils sont tout à fait... vous confirmez, écoutez, non, là, il se trouve qu'un certain nombre de familles aristocratiques sont propriétaires de châteaux. Elles se défoncent au-delà du raisonnable pour sauvegarder le patrimoine. Quand il se trouve qu'un certain nombre exercent des responsabilités, eh bien leur rôle c'est d'expliquer au pouvoir politique les erreurs à ne pas faire. Et ce n'est pas un réseau qui se met en branle, c'est simplement des convictions par rapport à quelque chose. Vous l'avez ressenti comme ça, mais je vous garantis, tout à l'heure, Monsieur Legendre, président de la Commission des affaires culturelles, témoignait sur son perception du patrimoine, elle est exactement la même que la mienne. Alors, prenons peut-être un autre exemple qui est en fait tout à fait... sortons un autre exemple. Non mais parce qu'il est tout à fait aussi parlant à nos yeux. Prenez par exemple M6, qui est en fait en train de devenir un nid d'aristocrates autour du baron Nicolas de Taverneau. Il s'entoure de collaborateurs tout aussi bien nés que lui, qui ont parfois des CV qui n'ont rien à voir, comme son numéro 2, Yann de Kersauzon, qui était diplomate en poste à Ljubljana, et qui est arrivé comme chef de cabinet de Nicolas Taverneau, alors qu'il ne connaissait rien de son propre aveu à la télé, ni à la France, ni encore moins à l'équipe. Vous dites que les grandes familles arrivent à mieux placer leurs descendants dans les affaires. On revient par exemple à la politique. Quelles sont les grandes familles que vous avez spontanément envie de citer? Alors, il y a les Poniatowski, vous aviez Michel le père qui était sénateur et puis ministre d'État. Son fils Ladislas est au Sénat, son autre fils Axel est à l'Assemblée nationale. Mais ça, je crois que c'est avant tout le mérite. Je suis heureux de voir qu'il y a des journalistes qui sont aristocrates. Ça veut dire que c'est un bon métier, que c'est un métier intéressant. Je considère que l'aristocratie, au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose qui vous tombe dans la bouche tout cuit. Si vous êtes de qualité, si vous travaillez, si vous êtes bon, eh bien à vous de prouver que vous pouvez être le meilleur. Et c'est ça le véritable sens de l'aristocratie tel que je le conçois aujourd'hui. Et si en plus vous avez un cousin qui est déjà sénateur, un père qui lui-même était maire et un troisième oncle qui est député à l'Assemblée nationale, ça facilite aussi le cheminement. Oui, mais il y a eu des dynasties, il y a eu les Baudis à Toulouse, c'était pas que je sache aristocrate, il y en a d'autres. Bon, on parle de Prince Jean aujourd'hui, si vous parlez d'aristocratie politique, on parle de Prince Jean, Jean Sarkozy. Alors, est-ce que ce sont des nouvelles aristocraties qui peuvent être sans doute plus puissantes que les anciennes? Mais d'ailleurs, M. Sarkozy est aristocrate, est un véritable aristocrate de Hongrie, anobli en 1658. Attendez. Le sénateur du Loir émet une réserve. Je ne suis pas maître pour juger si, selon les critères de l'ANF, Nicolas Sarkozy est un aristocrate ou pas. Ça, je ne sais pas. Il a un nom hongrois, mais je ne connais pas sa filiation. Si vous l'affirmez, c'est peut-être vrai, mais selon les critères français, je ne crois pas encore qu'il entrerait au Jockey Club. Toute dernière question. Est-ce que vous n'y voyez pas un affront? Est-ce que il a pu vous arriver de vous sentir en contradiction, en opposition avec les valeurs républicaines? Jamais. Jamais. Je considère, je chante la Marseillaise, je chante un peu faux, mais chaque fois qu'il y a une fête républicaine, je la chante, et pour moi c'est un hymne qui me fait vibrer, même si les paroles sont quelquefois un petit peu dures à entendre. Ce qui rejoint parfaitement notre propos, qui est que les aristocrates, au XXIe siècle, se sont parfaitement fondus dans la République. Ils ont tout compris des leviers d'influence, des sphères de pouvoir. Ils sont à la bonne place, au bon moment, parce qu'il faut qu'ils tiennent leur rang. Roland Duloir, dernière question, toute dernière question. Est-ce que le groupe UMP du Sénat reste, comme l'avait dit un parlementaire, dans un trait d'humour, un accélérateur de particules? Écoutez, il y en a qui ont occupé des fonctions, et moi j'ai beaucoup d'honneur d'être le vice-président du Sénat, mais c'est pas parce que j'ai une particule que j'ai été élu par mes pairs. Très bien, merci à tous les deux. Voilà ce livre, on l'a vu à l'image aux éditions du Moment. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, déshabillons-les. Hélène Risser sur les codes de la communication politique et le pouvoir d'une icône ce soir, le cas Carla Bruni Sarkozy. Le mardi, Public Sénat vous propose des soirées décryptage. Avec Conversation d'avenir, Jacques Attali et Stéphanie Bonvicini vous font partager leurs réflexions sur les avenirs possibles.
et Hélène Risser déshabille les super communicants que sont devenus les hommes politiques à travers leurs discours présents et passés grâce à l'INA. Les mardis décryptage, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30.